Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Dans un instant, on va se plonger dans les méandres de l'économie française parce que c'est de ça dont il s'agit alors qu'on n'arrête pas de nous parler de redressement, de réarmement de la France, de la nécessité de faire des économies. Il faut croire que personne n'est convaincu quand même par les dernières propositions et par les nombreuses idées comme ça qui jaillissent du chapeau ici et là pour trouver des économies ou pour améliorer la production. On va en discuter avec Agnès Verdier-Molinier. Bonjour. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi, directrice de la fondation IFRAP, auteure de Face au mur, c'est aux éditions de l'Observatoire. Et pardon de vous le dire comme ça, Agnès Verdier-Molinier, mais c'est très déprimant quand on est un de vos lecteurs depuis très longtemps, parce que tout ce que vous prédisez dans vos livres depuis longtemps, le danger de la dette, les taux d'intérêt, le risque de FMI, le fait que l'État ne se serre pas la ceinture, on a l'impression que non seulement maintenant on y est, et que oh là là, on vient de le découvrir que la situation était aussi grave que cela. Bah oui, c'est dommage, on a perdu beaucoup de temps. On perd beaucoup de temps en France à parler, à débattre, à produire des rapports, et pas beaucoup, malheureusement, on passe pas beaucoup de temps à agir. Et c'est le sujet qu'on peut vraiment déplorer. C'est finalement se dire que depuis 10 ans, il y a 10 ans, je sortais un livre qui s'appelle « On va dans le mur » où j'expliquais tous les boulets que la France a finalement additionné dans toutes ces années, à la fois des normes, à la fois des taxes, à la fois des doublons entre l'État, la sécurité sociale, les collectivités locales, qui nous coûtent très cher et qui améliorent pas la qualité des services publics. Alors aujourd'hui, le Premier ministre, il est face au mur, c'est ça. C'est le titre de votre livre, donc ça tombe bien. Lui, il dit qu'il est face à la falaise, c'est un peu la même idée. Cette falaise qu'on a en face de nous, j'espère que c'est l'occasion maintenant de se réveiller et de traiter nous-mêmes le problème. Parce que si on traite pas nous-mêmes le problème, c'est la BCE, c'est le FMI qui nous imposeront. Et ça, on va en reparler notamment quand on va plonger au cœur de vos livres, de votre livre dans quelques secondes. Maintenant, j'ai l'impression que ces derniers jours, on assiste quand même à une foire des idées un peu étranges et qui crispe quand même les Français. J'aimerais avoir votre analyse et votre expertise sur ces dernières. On a dit, on va supprimer 2 jours fériés notamment. En quelques mots, est-ce que c'est une idée qui, si évidemment elle ne séduit pas tous les Français, peut avoir, on va dire, des conséquences sérieuses sur les économies et sur le budget de la France? Alors, la première chose, Maxime, c'est de dire qu'on ne travaille pas assez en France. On ne travaille pas assez parce que, d'abord, on a un taux de chômage des jeunes qui est trop élevé et une rentrée sur le marché du travail qui est trop tardive. On a des personnes qui sont en emploi qui ne travaillent pas assez pour des salaires à temps complet. On est parmi les pays qui travaillent le moins en moyenne pour un temps complet. Tous les chiffres Eurostat sont très clairs là-dessus. Nous, ça fait des années qu'on propose d'arrêter de parler en durée de travail hebdomadaire en 35 heures, mais en durée annuelle, et qu'on propose de passer plutôt pour un temps complet à 1750 heures, par exemple, ce qui augmenterait de plus d'une centaine d'heures par an le nombre d'heures travaillées pour un temps complet, sans être payé forcément plus. Parce que mais vous dites, pardonnez-moi Agnès Verdier-Molinier, que le débat, parce que c'est aussi une petite musique qui monte, je pense à Mathieu Lefebvre qui était notre invité il n'y a pas très longtemps sur Sud Radio et qui nous disait, bon, le vrai débat, personne ne veut l'entendre, mais c'est les 35 heures. Vous dites, on s'en fiche des 35 heures, des 39 heures, on doit passer à un calcul annuel pour mettre tout le monde d'accord. Absolument, Maxime, il faut absolument passer à un calcul annuel. Et de toute façon, ça, de facto, ça supprimerait des jours fériés, ça supprimerait des jours de RTT. Donc, quand j'entends certains politiques là depuis plusieurs jours qui disent « Oh là là, c'est les gens qui travaillent qui vont supporter l'essentiel ». Non, en fait, tout le monde doit faire l'effort. On doit avoir un taux de chômage qui baisse pour les jeunes, des personnes qui sont aujourd'hui sur des situations de cumul d'aide sociale, à qui on demande de revenir vers l'emploi, sinon on baisserait leur niveau d'aide sociale. Ça, c'est vrai que ça n'a pas été annoncé par le Premier ministre, mais c'est tout à fait quelque chose dont on peut s'inspirer, qui se passe dans les pays autour de nous en Europe. Il faut que ceux qui sont au travail aujourd'hui travaillent plus à l'année, et il faut que les retraités partent, en fait, ceux qui partent à la retraite partent plus tard à la retraite. Donc, ça, de toute façon, tout le monde est d'accord, malheureusement, sauf les politiques, pour dire que les retraites, c'est vraiment l'éléphant au milieu de la pièce. Et dans cette idée de mettre davantage les Français au travail, vous avez vu ce qu'a proposé la ministre concernée par ce sujet, dont le ministère porte le travail. Elle dit, bon, on peut commencer à donner de la liberté aux entreprises et à faire, sur le modèle de la 5e semaine de congés payés, la même chose que le RTT, c'est-à-dire les monétiser. Est-ce que ça, c'est une piste, même si elle n'est pas parfaite, qui peut être encourageante, Agnès Verdier-Molinier?
Mais en réalité, Maxime, je pense qu'il vaut mieux passer sur cette idée de dire un temps complet, c'est tant d'heures de travail en face. Est-ce que c'est 1750 heures? Est-ce que c'est plus? Si on se met dans la moyenne européenne, on serait encore au-dessus de ça. Pourquoi? Parce que on perd 7 milliards d'heures non travaillées en France parce qu'on a plus de chômage, un départ à la retraite plus tôt. 7 milliards d'heures. 7 milliards d'heures annuelles qui sont perdues et qui nous coûtent, c'est ce qu'on va sortir dans une prochaine étude de la Fondation, ça nous coûte 130 milliards d'euros de richesse nationale qui n'est pas générée, c'est-à-dire c'est monstrueux. C'est en moins sur le PIB de la France, et ça, c'est pas en disant oh là là, il faut pas que ce soit les salariés qui prennent leur part. Non, tout le monde doit prendre sa part, et les retraités aussi doivent prendre leur part. Et nous, on est même pour que ceux qui sont actuellement à la retraite cumulent le plus possible l'emploi-retraite et qu'on fasse sauter les verrous qui existent encore pour plafonner les niveaux de revenus. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué. Donc tout ce qu'on peut faire pour augmenter l'activité, pour augmenter le nombre d'heures travaillées, il faut absolument le faire foncer. Et il ne faut pas parler que du privé, il faut aussi parler du public. Bien sûr. Parce qu'on a un problème de phénomène de sous-travail dans le secteur public, il y a l'absentéisme. Nous, on propose à la Fondation IFRAP quelque chose de très simple. En gardant les mêmes primes que ce qui existe aujourd'hui pour les fonctionnaires, on les verserait que si les agents sont présents. C'est-à-dire, on transformerait les primes actuelles, il y a 20% de primes actuellement en moyenne sur l'ensemble des rémunérations publiques, on transformerait ces primes actuelles en primes de présentéisme et on les verserait que si les agents sont pas absents trop souvent. Et ça, ce serait formidable aussi pour encourager à avoir un meilleur service public, à avoir moins d'absentéisme. Je vous rappelle que l'absentéisme, il coûte 15 milliards d'euros par an rien que dans le public. C'est 7 milliards de trop par rapport au taux du privé. Donc il faut vraiment prendre des décisions sur ça. Vous avez effleuré le sujet des retraites. Il y a eu quand même une opération sur les retraites, c'est que le fameux l'avantage fiscal de 10% sur l'impôt sur le revenu a été remplacé par un forfait à 2000 euros. Comment jugez-vous cette opération? Beaucoup disent quand même on s'est attaqué à un totem, c'était pas rien, et d'autres qui disent oui très bien, on a dissimulé, on a supprimé un avantage fiscal pour le transformer par un autre. Et est-ce que on va dire gratter comme ça c'est efficace, ou cette solution de forfait est totalement en réalité inopérante à la fin? En fait, il faut avoir une ligne rouge qui est hyper importante, c'est pas de hausse d'impôts. Voilà. À partir du moment où on touche des niches fiscales, on augmente les impôts. Et on est déjà le pays le plus taxé. Alors après, c'est très difficile, Maxime, de chiffrer cette mesure, parce que si on comprend que c'est un forfait, ça veut dire que ceux qui étaient en dessous de 2000 euros avant, ils vont se mettre au niveau de 2000 euros, et ceux qui étaient au-dessus. Donc, le calcul est compliqué. Je suis même pas sûre qu'on y gagnera. On y gagnerait dans les caisses publiques. Donc c'était peut-être juste pour s'attaquer au symbole des 10% qui était devenu un peu un totem médiatique, histoire de le transformer en autre chose, c'est ça? Mais c'est pas la bonne idée, c'est pas ça. La bonne idée, c'est travailler plus et plus longtemps. C'est potentiellement, dans la période actuelle, malheureusement, on est obligé d'en passer par là. Et il faut arrêter de tirer sur l'année blanche. Moi, je trouve ça incroyable que toutes les oppositions se mettent à qui mieux mieux à dire l'année blanche c'est nul, c'est pas assez bien, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et s'ils étaient au pouvoir, ils feraient la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a l'hypocrisie politique. Mais c'est une totale hypocrisie. Vous savez, on a fait le tour de tous les pays européens. Comment ils ont fait quand ils ont eu des crises des finances publiques, que ce soit en Suède, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit au Portugal, que ce soit en Grèce? Eh bien, ils ont gelé en valeur la dépense publique. C'est ça l'année blanche. Et donc, geler en valeur la dépense publique, ça veut dire geler les dépenses de retraite, ça veut dire geler les dépenses de masse salariale publique, ça veut dire geler les aides sociales, voire sur certains cas les baisser. Et ils s'en sont très bien remis, ça n'a pas été un traumatisme pour les pays en question. Mais non, parce qu'en fait, notre modèle social, on le sait, il est allé beaucoup trop loin dans la désincitation au travail et dans le coût. Regardez sur la santé, il y a quelque chose qu'on peut faire aussi, c'est suspendre le tiers payant au moins pendant un an pour voir ce que ça donne ensuite derrière, parce que ce soit sur l'AME, que ce soit sur l'équivalent, ce qui était l'ancienne CMU, ou que ce soit aussi le sujet des ALD, des affections de longue durée. Tout le monde a le tiers payant, ça incite aussi à avoir des dérapages sur les transports sanitaires, etc., etc. Là, on peut avoir une piste d'économie potentielle. Et je reviens sur les. Allez-y, revenez sur le point que vous vouliez développer. Oui, je reviens sur les retraites parce que
là encore, il y a beaucoup de démagogie ces derniers jours et que je trouve irresponsable. Aujourd'hui, on dit quoi? On dit avec l'année blanche, on fait un gel des pensions de retraite, on n'augmente pas les pensions. D'accord. Certains disent c'est pas bien. Ok. Mais alors, est-ce qu'ils expliquent aux Français que si on fait pas ça, si on n'arrive pas à freiner la dépense publique, si on n'arrive pas à la maintenir à peu près au même niveau que 2025, et encore le plan du gouvernement, il va pas assez loin parce qu'en fait on passe de 1693 milliards à 1722 milliards dans les chiffres gouvernementaux, ça veut dire encore une augmentation de 29 milliards de la dépense en valeur. Donc il faudrait geler encore plus les dépenses. Mais geler les retraites aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire éviter que demain, il y ait une intervention du FMI ou de la BCE pour dire qu'il faut les baisser de 15 ou 20%, comme c'est arrivé au Portugal ou en Grèce. C'est là que je trouve que la pédagogie qui doit être faite auprès de nos concitoyens, je trouve que le Premier ministre... Premier ministre en a pris sa part, en partie, vous l'avez entendu comme moi, Maxime. En revanche, je trouve que les différents partis politiques qui s'expriment actuellement sur le sujet, même ceux du socle commun, ils ne font pas la pédagogie de la situation dans laquelle nous sommes actuellement. C'est une situation de minuit moins une par rapport à la crise de la dette. Et c'est bien pour ça qu'on discute avec vous, Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation IFRAP, auteure de Face au mur. Et juste après la pub, on va rentrer dans le détail. Vous l'avez effleuré comme sujet, le risque d'un FMI à nos portes. Est-ce si impensable que ça? Les agences de notation, quelle est cette mascarade d'avoir une note qui n'est pour l'instant toujours pas dégradée? Et les différents efforts, vous en parlez beaucoup dans votre livre, que ce soit sur la désindustrialisation, les normes, l'assistanat, l'insécurité, les solutions sont là. Il faut simplement du courage politique. C'est ce que va nous dire Agnès Verdier-Molinier, qui reste avec nous. Et vous êtes bien sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On est toujours en compagnie pendant un gros quart d'heure d'Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation IFRAP, et je recommande vivement son livre Face au mur, parce que là on n'est pas face au mur, on est vraiment à ras-bord, on va pas tarder à foncer dedans, voire à accélérer, et c'est aux éditions de l'Observatoire, tout est dedans. Agnès Verdier-Molinier, juste avant cette courte pause, on était en train de discuter de la question en effet des retraites, du temps de travail, et une question avant qu'on aille dans le détail de votre livre que je tenais absolument à vous poser, parce que j'ai l'impression là aussi que c'est une petite musique qui a été à nouveau soulevée par Pierre Moscovici avec cette phrase « Les Français épargnent trop, ils ne consomment pas assez ». Est-ce que vous pensez qu'à un moment ou un autre, les politiques auraient le courage plutôt, d'aller jusqu'à taper peut-être dans l'épargne des Français? Vous qui connaissez ces milieux par cœur, est-ce que vous pensez que c'est quand même une piste, vu la situation dramatique dans laquelle on est, vers laquelle on pourra se diriger? Le courage, je ne sais pas si c'est le bon terme, Maxime, ce serait vraiment catastrophique. C'est-à-dire que pourquoi nos concitoyens épargnent énormément, c'est parce que aussi ils voient très bien que nos finances publiques sont très mal gérées, qu'ils voient que la dette ne fait qu'augmenter, que le déficit n'est pas du tout maîtrisé et que finalement ils s'attendent à avoir des avalanches d'impôts. Mais justement, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, aller taper dans l'épargne des Français. Il faudrait plutôt les inciter à investir. C'est pas du courage, c'est plutôt un geste de folie. Je me reprends. Oui, les inciter à... Non, mais parce que moi, ça me rappelle un peu ce qu'avait dit à un moment Sandrine Rousseau. Finalement, c'est pas grave. On a plus de 300 milliards de dettes, mais finalement... si on a 6300 milliards d'épargne, on peut aller taper dedans. Alors voilà, c'était quand même assez, on va dire, inquiétant parce que ça encourage pas non plus les épargnants à conserver leur épargne en France, à rester en France, les investisseurs à investir en France. Moi, ce que je vois sur le terrain depuis plus d'1 an maintenant avec la dissolution, c'est le manque de confiance, le fait que les investissements sont reportés, les embauches sont reportées. Les investissements des Français partent à l'étranger, partent financer des entreprises plutôt américaines et on se dit c'est un gâchis énorme qui est lié à l'incurie quand même du politique, hein, parce que il y a ceux qui sont au pouvoir, mais il y a aussi ceux qui sont pas au pouvoir et qui sautent sur leur chaise dès qu'il y a une proposition qui est faite en disant motion de censure. Mais où est la responsabilité finalement face à l'intérêt général et à l'intérêt de la France? Là, aujourd'hui, au lieu
d'avoir des oppositions qui vraiment sont très excitées à la moindre idée de motion de censure. Il faudrait qu'on soit plutôt dans une logique de dire il y a trop de hausses d'impôts, comment on remplace ces hausses d'impôts par des baisses de dépenses. Et là, il y a des choses à faire qu'on peut aller faire beaucoup bien en avant par rapport à ce qui a été annoncé par le Premier ministre. Par exemple, geler totalement les rémunérations publiques, geler l'avancement. Oui. Ça fait 3,6 milliards d'euros d'économies supplémentaires par rapport à ce qui a été annoncé. Et c'est déjà considérable. Dans votre livre, Agnès Verdier-Molinier, vous ne mentez pas. Vous allez même tout de suite au cœur du sujet. C'est là aussi, malheureusement, un refrain qu'on entend de plus en plus, c'est le FMI. En rappelant des chiffres, 96% de nos concitoyens déjà pensent que la France est en déclin. En rappelant dans ce chapitre qu'on a déjà eu recours dans l'Union européenne au FMI. La Grèce, bien sûr, on a oublié l'Irlande par moment, le Portugal. Est-ce que vous entendez tous ces commentateurs qui disent il faut arrêter, ça c'est vraiment jouer avec la peur des Français, le FMI n'arrivera jamais jusqu'à la Maison France, au contraire vous dites arrêtons cette prétention, bien sûr que le FMI peut commencer à débarquer sur le paillasson en toquant à la porte en disant bonjour, alors voilà ce qu'on va faire. Mais... Alors, il y a quelque temps, quand j'ai sorti ce livre et mon premier chapitre s'appelle « Que ferait le FMI en France ?» on m'a dit mais la France n'est pas la Grèce, ça n'arrivera jamais à la France, etc., etc. Depuis Olivier Blanchard, qu'on peut pas dire être contre la dépense publique parce qu'il a toujours été plutôt il a toujours encouragé pour s'endetter plus, dit ah oui c'est vrai. Le FMI pourrait intervenir en France. Et puis, il y a la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, qui est à Bercy actuellement. Dans une interview dans le JDD, qui avait dit le FMI et le risque à nos portes est réel. C'est ça. Et puis, il y a le premier président de la Cour des comptes qui, quand même, commence à dire la situation est vraiment très, très grave. Et alors, il reprend un peu une expression de la Fondation IFRAP. Il dit on est au pied du mur. Et puis, il y a le gouverneur de la Banque de France. Et puis, il y a le FMI lui-même qui dit que la France doit absolument baisser ses dépenses. Ils disent pas il faut augmenter les impôts. Ils disent il faut baisser les dépenses. Oui. Et puis, il y a les agences de notation. Vous avez cité tout à l'heure Maxime, qui disent, et notamment Standard & Poor's, qui dit quoi ? Qui dit il faut surtout baisser la dépense publique et pas ajuster par l'impôt. J'entendais Thierry Breton hier sur Europe 1 qui disait oh mais non, il y aura pas d'intervention du FMI. C'est de lui dont je parlais en effet avec délicatesse. parce que en fait en France on sait lever l'impôt. Non mais c'est plus là possible aussi, ça. Arrêtons de dire qu'on va lever des impôts supplémentaires. Et c'est une expression peut-être un peu triviale, mais on va pas tondre un œuf. On peut plus augmenter l'impôt. Et c'est vrai qu'on le voit très bien avec ce qui s'est passé sur la contribution sur les hauts revenus là de 2025. On est en train de dire que ça va rapporter beaucoup moins que ce qui était prévu. D'ailleurs, on l'avait dit, nous, à la Fondation IFRAP, ça rapportera pas 2 milliards. Alors là, tout d'un coup, on reconnaît, ça rapportera pas du tout oui, c'est ça. Les 2 milliards prévus. C'est comme la taxe sur les yachts, les différentes taxes, etc. À la fin, ça rapporte jamais ce qui était prévu. Et en plus, ça fait partir les fortunes plus fortunés. De France, ça fait partir. Mais vous soulevez. Le sujet, c'est pas qu'ils soient fortunés, Maxime. Le sujet, c'est que ça fait partir les entrepreneurs, ça fait partir les médecins, ça fait partir les indépendants, ça fait partir en fait ça fait partir la France qui bosse. Qui crée la richesse de ce pays. Et la richesse, elle se crée pas dans nos administrations, elle se crée pas dans nos caisses sociales, elle se crée pas dans nos collectivités locales. La richesse, elle se crée dans les entreprises, et c'est la richesse qui est réalisée grâce au travail des Français aussi. Et là, je dois dire que quand certains disent que c'est impossible que le FMI vienne en France, alors ils disent oui, mais ce serait plutôt la BCE. Mais la BCE, on a tout regardé à la Fondation IFRAP aussi, on a publié pas mal de notes sur le sujet, tout le monde peut aller les lire évidemment sur notre site internet. Et dans ces notes, on explique que si c'était la BCE qui intervenait, ce serait pareil que le FMI. Il y aurait un plan d'austérité exactement pareil. Pour éviter justement tout ça, vous proposez à un moment dans votre livre à Agnès Verdier-Molinier un plan qui serait le plan de la dernière chance d'une certaine manière, avec des économies absolument monstrueuses, 110 milliards d'euros. Il nous reste une trentaine de secondes, Agnès Verdier-Molinier. Si vous arrivez à Bercy demain, comment vous appliquez ce plan ? Qu'est-ce qu'il y a dans votre mallette magique pour redresser le navire France ? Mais d'abord, la première chose à faire, c'est évidemment baisser la dépense publique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on a chiffré année après année les 110 milliards de baisse. Et c'est tout à fait possible parce qu'on en a 250 milliards de plus en moyenne par rapport aux autres pays européens tous les ans. Mais ce qu'il faut expliquer aux Français, mais aussi au gouvernement, mais aussi aux parlementaires,
c'est qu'il faut absolument, en même temps que la baisse des dépenses, faire des baisses d'impôts. Et notamment, par exemple, quelque chose qui pourrait être symbolique, Maxime, ce serait dire on ne taxe plus les donations et les successions pendant plusieurs années. Et pourquoi ? Parce que là, justement, ça permettrait que l'épargne, qui est beaucoup épargnée par les plus anciens, par les plus âgés, passe aussi aux plus jeunes générations. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier d'avoir été notre invitée sur Sud Radio pour parler de votre livre Face au mur. C'est un livre choc, c'est aux éditions de l'Observatoire. Et merci beaucoup d'avoir développé votre plan pour essayer de redresser le navire France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, je vous souhaite une très belle après-midi en compagnie de Jacques Pessy. Un très bon week-end. Et si vous êtes en vacances, vénard, profitez bien. Nous, on se retrouve lundi, même studio, même heure. Très belle après-midi sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.